Au cœur du cercle polaire arctique glacé, un bombardier nucléaire de 40 millions de dollars est en train de brûler. À des milliers de kilomètres de là, une forteresse énergétique enclavée est prise d'assaut. En pleine mer, un navire fantôme est traqué dans l'obscurité. Moscou pensait que ses actifs étaient à l'abri grâce à leur position géographique. Ils ont dépensé des milliards dans des réseaux radars superposés, construit des défenses aériennes impénétrables. Ils pensaient que les distances étaient tout simplement trop grandes. Ils avaient tort. En Méditerranée centrale, un cargo de 240 mètres fend l'eau noire comme de l'encre. Voici le Qandil. Il fait partie de la flotte fantôme de la Russie, une armada secrète conçue pour transporter du pétrole brut et contourner les sanctions mondiales. La flotte a coûté environ 10 milliards de dollars à assembler. Elle génère désormais environ 100 milliards de dollars de revenus pour Moscou chaque année. Ce sont de vieux pétroliers, à la coque rouillée, dont beaucoup éteignent leurs transpondeurs et naviguent sans pavillon ni nom peint sur la coque. La Russie veut désespérément garder ses navires cachés. Mais comment suivre et frapper une cible qui a été effacée de toutes les cartes officielles ? Les analystes de la défense pensent que l'Ukraine a utilisé des constellations de satellites commerciaux occidentaux pour viser le Qandil. Avec le radar à synthèse d'ouverture, SAR, vous pouvez couper les lumières ou le transpondeur d'un navire, mais pas le cacher à une impulsion micro-ondes. Avec le SAR, les satellites envoient des ondes radar sur l'océan. L'eau disperse le signal dans l'obscurité. Mais les parois d'acier verticales d'un pétrolier massif agissent exactement comme un miroir. Pour le satellite, le Qandil s'est illuminé comme un phare, et cela signifiait que le navire pouvait être traqué. Quelque part dans l'obscurité, un petit navire civil naviguait à la même allure que l'immense pétrolier, tout en restant juste hors de vue. C'était un navire-mer pour drone, et sur son pont, une équipe d'opérateurs spécialisés préparait un hexacoptère électrique à forte charge utile. C'est une technologie commerciale modifiée qui coûte moins de 20 000 dollars. Alors que les drones longue portée utilisent des moteurs à essence bruyants, cet hexacoptère est entièrement électrique, ses rotors étant silencieux face au grondement du vent marin. Ces drones électriques remplacent les réservoirs par plus de puissance de feu, pouvant transporter une ogive de 9 kg. C'est l'équivalent tactique d'un missile anti-char Javelin, à 200 000 dollars, mais pour une fraction du coût. L'hexacoptère a décollé du pont du bateau qui tanguait et s'est élevé dans le ciel. Voler directement vers le pétrolier déclencherait l'alarme, dont le pilote devait exploiter un angle mort géométrique. Un pétrolier massif, comme le Qandil, projette une ombre radar directement derrière sa propre coque. En approchant par la poupe à très basse altitude, de petits drones restent cachés. De retour sur le vaisseau mère, le pilote de drone voyait la silhouette grise du navire grossir chaque seconde sur un écran granuleux. En s'approchant, dans un léger bourdonnement électrique, le bruit de ses rotors couverts par le vent, le pilote chercha sa cible. Il pilota le drone au-dessus de la poupe, contournant la coque et franchissant le bastingage. Le pilote ignora la passerelle et les quartiers, visa le collecteur, point faible stratégique du navire, puis appuya sur la gâchette. L'équipage sur la passerelle ne l'aurait jamais anticipé. Aucun rugissement de missile ni hurlement de chasseurs, seulement le bruit soudain et terrifiant d'une explosion. La tête explosive de 20 livres a explosé sur le collecteur. Sa charge creuse a concentré toute son énergie en un jet pointu de cuivre en fusion, capable de percer l'acier massif. L'explosion a provoqué de lourds dégâts, détruit des équipements essentiels et mis immédiatement le Qandil hors service. Le vaisseau a survécu, mais nécessite d'importantes réparations avant de réintégrer la flotte fantôme. Pour l'instant, ce n'était guère plus qu'un presse-papier de 115 000 tonnes, un élément clé d'une chaîne logistique valant plusieurs milliards de dollars, neutralisé par un drone de 20 000 dollars. Mais la haute mer est complètement sans défense. Attaquer une forteresse enclavée protégée par un mur électrique demande un mécanisme différent. À 2000 miles à l'est, au cœur de l'Eurasie, se trouve la mer Caspienne. C'est le lac privé de Moscou. Il est complètement enclavé, sans détroit ni point d'accès caché pour les sous-marins. D'immenses plateformes de forage offshore, valant plusieurs millions de dollars, appartiennent au géant énergétique russe Lukoil. Ces plateformes, essentielles à l'économie de guerre du Kremlin, extraient des millions de tonnes de pétrole, génèrent des milliards de dollars annuels et alimentent l'armée russe. Privée d'accès naval à la mer Caspienne, l'Ukraine devait passer par les airs, mais un immense mur électronique bloquait leur route. Des centaines de miles d'espace aérien hostile séparaient les plateformes de la frontière ukrainienne. Il est rempli de zones de guerre électronique et de batteries de missiles solaires S-400 à longue portée, dont une seule coûte plus de 500 millions de dollars.
Franchir ce barrage pour frapper une plateforme dans une mer enclavée nécessiterait une toute nouvelle stratégie. Au cœur de leur territoire, les forces spéciales ont lancé un essaim coordonné de drones kamikazes à frappe en profondeur. Contrairement à l'hexacoptère électrique silencieux utilisé en Méditerranée, ceux-ci étaient des avions à voilure fixe. Le renseignement en sources ouvertes suggère fortement qu'ils utilisent le Liushi, construit localement, ce qui se traduit par « féroce », un nom approprié. Un seul de ces drones coûte environ 200 000 $. Il possède une envergure de 22 pieds et est propulsé par un moteur à essence bruyant. Fabriqué en fibre de verre, il a la signature radar d'un grand oiseau. Logé dans son nez se trouve une ogive hautement explosive dévastatrice de 50 kg. Mais le problème du mur électronique demeurait. La guerre électronique russe vise à brouiller le GPS et à couper les liaisons de contrôle à distance. Si un drone standard entre dans cet espace aérien, son système se bloque, il perd ses coordonnées et il s'écrase. Les ingénieurs ukrainiens ont contourné le problème en faisant l'impensable. Ils ont complètement retiré le GPS. Pour survivre, des drones comme le Liushi comptent sur un système d'IA autonome appelé vision artificielle. Une caméra placée dans le nez observe le sol et compare en permanence le terrain réel à une carte tridimensionnelle préchargée et haute résolution. Sur son disque dur, il navigue en reconnaissant la forme exacte des routes, des rivières et des montagnes. Comme il n'a pas besoin d'une liaison satellite active, il n'y a aucune liaison à couper, ni aucune connexion à perdre. Pour éviter les radars, les trajectoires reconstruites le suggèrent. Ces drones volent au ras du sol, épousant le relief. Ils plongent dans les vallées fluviales et frôlent les cimes gelées des arbres à seulement 45 mètres d'altitude. En volant aussi bas, ils pourraient passer juste sous l'horizon radar des batteries S-400 russes. Après des heures à traverser l'un des réseaux de défense aérienne les plus serrés, les drones ont atteint la mer Caspienne. En pleine mer, il n'y a ni vallée fluviale ni arbres derrière lesquels se cacher. Pour éviter le dernier cercle de radars côtiers, les drones ont sans doute volé à basse altitude, à quelques dizaines de pieds au-dessus de l'eau. Après des kilomètres à raser les vagues, leurs cibles sont apparues. La plateforme Lukoil fonctionne 24 heures sur 24 et est éclairée par de grandes rangées de projecteurs industriels, impossibles à manquer pour les capteurs optiques du drone. L'essaim s'est disloqué à l'approche finale. Des drones individuels se sont détachés, se répartissant entre 3 cibles distinctes, les plateformes Filonovsky, Korchagin et Grapher. À l'intérieur du cerveau numérique du drone Liushi, la mission est passée de la navigation à la phase d'attaque terminale. Un drone à voilure fixe ne peut pas s'écraser contre les épais pylônes d'acier à la base de la plateforme en volant au niveau de la mer. Pour maximiser ses dégâts, il doit frapper les machines vitales, relativement fragiles, situées sur le pont supérieur, selon les profils d'attaque standard. À 2 miles, le drone a brusquement grimpé. Son ordinateur de vol a relevé le nez, amorçant une ascension rapide. Il a dépassé la hauteur de la superstructure imposante de la plateforme, a atteint son sommet, puis a immédiatement plongé en piqué. Les preuves indiquent une frappe chirurgicale. La vision artificielle aurait analysé la géométrie complexe de la plateforme et se serait verrouillée sur les systèmes vitaux de la plateforme, les turbines à gaz et les générateurs électriques. Cible acquise. Sur le pont, l'équipe de nuit était aveugle face à la menace. La dernière chose qu'ils ont entendue fut le gémissement soudain et furieux d'un moteur à essence surgissant de l'obscurité. Sur les images de vision nocturne diffusées ensuite par les forces spéciales ukrainiennes, on distingue l'instant précis. Du point de vue du drone, la grille en acier du pont de la turbine est parfaitement centrée dans le viseur. Elle se rapproche de plus en plus jusqu'à une coupure soudaine, puis l'image vire au parasite. C'était un impact direct et simultané sur les 3 plateformes. Frapper une plateforme pétrolière avec des explosifs entraîne généralement une boule de feu et des millions de litres de brut dans l'eau. Mais le lendemain, les analystes de la défense ont constaté sur les cartes thermiques satellites de la mer Caspienne que la zone était dégagée. Il n'y avait aucune signature thermique, ni d'immenses incendies de pétrole. Les drones ne s'étaient pas écrasés au hasard. Grâce à un guidage terminal IA, les capteurs optiques ont évité les vannes de flux très pressurisées à la tête de puits, empêchant une éruption incontrôlable. Les ogives à fragmentation ont détruit la machinerie nécessaire au pompage du pétrole sans enflammer les puits, paralysant les plus grands champs offshore de la Russie et les forçant à arrêter instantanément leurs opérations. Les dégâts financiers étaient énormes, paralysant une installation de plusieurs milliards de dollars et supprimant des millions de revenus quotidiens qui ne pouvaient plus financer la guerre. Découvrir la vérité sur ces frappes est presque aussi dur que de les mener. Les médias traditionnels parlent peu du champ de bataille, tandis que d'autres chaînes relayent des rumeurs ou inventent les faits.
Nous ne faisons pas de suppositions. Nous reconstituons la mécanique de la guerre moderne, en utilisant des renseignements bruts de sources ouvertes. Si vous voulez la vraie vérité, au lieu de la fiction militaire, abonnez-vous, dès maintenant. La frappe en mer Caspienne a fait pire que de nuire financièrement à la Russie. Elle a causé des dégâts psychologiques. À l'ère des drones bon marché et autonomes, la vaste étendue territoriale de la Fédération de Russie est devenue un handicap majeur. On ne peut pas installer un système de défense à 500 millions de dollars sur chacune des plateformes, raffineries et bases aériennes réparties sur 11 fuseaux horaires. La vision par ordinateur paraissait être l'arme ultime contre la défense géographique russe, mais ce n'était pas le cas. Pour mener l'attaque la plus extrême à ce jour, l'Ukraine n'avait pas besoin d'un drone plus intelligent. Ils avaient besoin d'un drone plus simple. À 2000 miles au nord, au cœur de l'immense étendue glacée du cercle polaire arctique, se situe la base aérienne d'Olenia. Située sur la péninsule de Kola en Russie, elle abrite l'immense flotte de bombardiers stratégiques Tu-22 M3 de la Russie. Ces avions supersoniques, capables de transporter des armes nucléaires et valant environ 40 millions de dollars chacun, forment l'épine dorsale de la frappe à longue portée de la Russie. Pendant la guerre, ces bombardiers partirent de ce sanctuaire arctique, volèrent vers le sud, puis lancèrent des missiles Kh-22 sur les villes ukrainiennes. Ce sont des missiles supersoniques de 12 000 livres tueurs de porte-avions, conçus pendant la guerre froide pour couler des navires américains. La Russie les utilise comme armes de terreur pour détruire des immeubles à des centaines de kilomètres. Les bombardiers tirent depuis l'espace aérien russe sans franchir la ligne de front. Situé à plus de 1100 miles de la frontière ukrainienne, le Kremlin pensait que ces moyens étaient mathématiquement intouchables. Pour les atteindre, il fallait contourner les radars russes valant des milliards. Ensuite, survivre à l'Arctique. Pour un drone militaire standard, le froid extrême est fatal. La glace s'accumule sur les ailes en composite, détruisant l'aérodynamisme et faisant tomber l'appareil du ciel. Même en été arctique, faire voler un appareil sans pilote aussi longtemps et aussi loin que nécessaire dans ces conditions est censé être impossible. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi ce pari ? Les méthodes de lancement restent secrètes, mais des experts en aviation pointent un suspect probable, un avion de loisir, et non un drone furtif à plusieurs millions de dollars. L'Aéropract A-22 Foxbat est un avion de sport civil ultra léger biplace fabriqué en Ukraine. Vous pouvez en acheter un vous-même, tout neuf, pour environ 90 000 dollars. Fabriqué en aluminium léger et en toile, il atteint à peine plus de 810 km/h et est conçu pour des vols panoramiques le dimanche après-midi. Mais les ingénieurs ukrainiens ont compris que ce jouet aéronautique civil pouvait devenir l'arme à longue portée ultime. Ils ont vidé le cockpit, arraché les sièges passagers et le tableau de bord pour alléger l'appareil. À leur place, ils ont installé des réservoirs de carburant auxiliaires fabriqués sur mesure. Cela a porté son autonomie à près de 2000 miles. Ils ont ensuite chargé la cabine avec une ogive à fragmentation explosive. Ils ont alors relié des servomoteurs robotiques, des bras mécaniques, à la colonne de direction et aux pédales de l'avion. Ils utilisaient un don d'ancienne version de la vision artificielle autonome, l'IA, plus tard utilisée en mer Caspienne, transformant un avion civil piloté en un missile de croisière lent mais impossible à abrouiller. Comment un avion de sport lent à hélice peut-il survivre face à un réseau de défense aérienne de plusieurs milliards de dollars ? La théorie principale chez les analystes de la défense est une faille radar nommée encoche Doppler. Pour éviter l'encombrement des radars par les oiseaux ou la circulation routière, le logiciel filtre automatiquement les objets se déplaçant sous un certain seuil de vitesse. En volant à seulement 80 miles par heure, l'A-22 tombait parfaitement dans cet angle mort. Le logiciel radar russe écartait activement l'avion lui-même, le rejetant comme un bruit de fond. Pour les opérateurs du radar, cela aurait juste semblé être des oiseaux ou une anomalie météo. Conçu à l'origine comme un avion piloté pouvant supporter 2 personnes par mauvais temps, son moteur surdimensionné générait suffisamment de chaleur interne et de poussée mécanique pour survivre à l'ère glaciale de l'Arctique sans givrer. Pendant près de 20 heures, le cheval de Troie de l'Ukraine a lentement survolé le ciel russe. L'avion n'était même pas protégé par l'obscurité. Pendant l'été arctique, le drone restait exposé sous le soleil de minuit. Pourtant, à son arrivée à la base d'Olenia, les défenseurs russes étaient totalement surpris. Les systèmes de défense aérienne, conçus pour abattre des avions de chasse supersoniques valant des millions de dollars, étaient déconcertés par un avion civil lent qui survolait la ligne des arbres. En contrebas s'étendait une vaste étendue de béton sur laquelle reposaient les énormes Tu-22 M3, mesurant plus de 40 mètres de long. Ils ne rentrent pas dans les bunkers renforcés standards, alors ils sont garés à l'air libre, complètement exposés au ciel.
En franchissant la clôture, l'IA embarquée de l'A-22 s'activa. Ses caméras optiques ont scanné le sol, ignorant les fausses silhouettes de bombardiers en 2 dimensions peintes par l'armée russe sur le tarmac, les considérant comme des leurres. Ils recherchaient une forme géométrique spécifique, jusqu'à ce que les optiques autonomes se verrouillent sur la silhouette emblématique à ailes en flèche d'un TU-22 M3. Dans le cockpit vide, les servomoteurs ont violemment poussé le manche vers l'avant. Le A-22 a piqué du nez dans une plongée terminale vers la base. La sécurité a finalement compris ce qui se passait. Mais il était trop tard pour lancer un missile solaire. En un seul coup, un avion de sport modifié d'une valeur de 90 000 $ a gravement endommagé un bombardier stratégique de 40 millions de $. Mais le coût financier réel pour la Russie est bien plus élevé. Les usines ayant produit le TU-22 M3 ont disparu avec l'Union soviétique. La Russie ne peut plus en fabriquer. Chaque bombardier qu'ils perdent est une perte permanente et irremplaçable pour leur triade nucléaire. La taille de la Russie, qui a englouti l'armée de Napoléon, est devenue son principal handicap. Les moteurs prêts à l'emploi et le code open source ont rendu la géographie obsolète. La distance n'est plus un obstacle. Pour comprendre comment la guerre asymétrique a empêché la Russie d'obtenir une victoire totale dès le premier jour, cliquez sur cette vidéo